Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Men en direct de Las Vegas suite à la première journée, c'était le CES Unveiled aujourd'hui. Les temps forts, les petites annonces, bref, un petit récap de tout ce qui s'est passé avec Lionel. Oui. Et j'ai tout dit. Oui. Mais tu veux faire de la réclame? Ah oui, alors on va faire de la réclame, mais bien sûr. Restons décontractés puisque ici c'est presque le début de soirée. Alors la réclame c'est la chaîne YouTube, c'est évidemment le Facebook Live, mais c'est aussi ce que vous allez pouvoir retrouver en podcast sur Deezer ou sur l'iTunes. Ça, c'est très bien. Bah c'est parti? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et donc en direct, tout simplement, on est revenu à l'hôtel, parce que là il est assez tard, la journée s'est terminée. D'ailleurs il est 9h ou 10h je crois chez vous, puisqu'on a dit qu'on diffusait vers minuit, donc il est à peu près minuit. C'est ça. Voilà. Donc on est à peu près on time. C'est-à-dire que le matériel s'est mis à marcher. C'est tellement rare. Voilà. On est à peu près on time. On va revenir un petit peu sur une chronologie de ce qui se passait depuis 4 ans au CES, parce que finalement, on a toujours les mêmes thématiques, mais parfois on a des thématiques qui sont un peu plus fortes, un peu plus dominantes que les autres, et ces thématiques qui sont un peu plus dominantes que les autres, eh bien, on vous en a préparé un petit slide pour que vous compreniez bien, si nous, on n'arrive pas forcément toujours à bien s'exprimer avec la fatigue, quoique aujourd'hui, on n'est pas encore trop fatigué. Non, pas ça va encore, voilà. Mais à mon avis, d'ici la fin de semaine, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ce qu'on s'est dit, c'était peut-être de revenir un petit peu en 2016, de quoi on parlait au CES en 2016 et puis de quoi on va parler peut-être cette année, juste pour vous redresser un peu le schéma. Donc on vous a fait effectivement un petit diaporama absolument fantastique visuellement. Et donc si on regarde bien en 2016, finalement on parlait de quoi? On parlait de mobile, on parlait encore d'applications, on commençait à parler d'immersion dans des univers divers et variés. Et puis d'objets connectés, parce que là c'était quand même l'arrivée des objets connectés dans la maison, on en avait déjà sur nous, etc. Mais alors, on avait des objets connectés dans la maison et puis on avait un petit peu d'interopérabilité, on se posait beaucoup de questions, on avait déjà de la 3D. Par contre en 2017, là il y a eu une sorte de fantôme qui était là, on n'a parlé que de lui. C'était Voldemort. Globalement, c'était Alexa. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Alexa. Alexa étant ce que l'on peut considérer celui dont tout le monde parlait et que personne ne voyait véritablement. Et c'est vrai que dans tous ces sur 2017, vraiment, Alexa était un marqueur fort. L'intelligence artificielle a pris une nouvelle dimension. On n'en parlait plus comme étant une techno à proprement parler, mais déjà comme étant une technologie qui venait s'imprégner totalement de notre vie, qui venait capter tout simplement le vocal. Voilà. Elle rentrait dans nos foyers. Elle rentrait vraiment dans nos foyers avec un petit objet qui était l'Amazon Echo et qui avait déjà été commercialisé aux États-Unis. Alors évidemment, un certain nombre d'applications étaient compatibles, on appelle ça des skills, et bien on parlait d'Alexa parce que même si Amazon n'était pas représenté, ils n'avaient pas de stand, mais finalement ils étaient déjà dans les foyers américains, on est aux États-Unis, on en parlait beaucoup, et puis donc encore une fois, on personnalisait l'intelligence artificielle, elle était rentrée dans les foyers américains. Alors ce qui est aussi 2017 le marqueur du début de ce que l'on a appelé nous les écosystèmes globaux, c'est-à-dire tout ce qu'on va parler de voitures autonomes, dès qu'on va parler de smart city, c'est-à-dire tous ces grandes verticales finalement, ou même horizontales plutôt, dans lesquelles viennent s'agréger plein de technologies, et donc qui sont, effectivement, on en parle encore, smart city, effectivement, le réceptacle de dizaines et de dizaines de technos. C'était aussi les plateformisations des industriels qui devenaient de plus en plus des prestataires de services, et puis c'est là qu'on a commencé à voir effectivement la création d'un écosystème à peu près global pour arriver à 2018. Et 2018, on parle beaucoup d'IA intégrée. Oui, alors c'est IA intégré, pourquoi? Parce que finalement, après un an de diffusion finalement d'Alexa, Google prend le train, d'ailleurs il est sur le monorail et on le voit partout, et puis Google est très présent, et là on a la guerre un petit peu de ces intelligences artificielles et de ces assistants vocaux qui sont en train d'essayer de pénétrer les autres industries de façon transverse. C'est-à-dire que pour chaque canot industriel, que ce soit la voiture, que ce soit la maison, que ce soit éventuellement la santé, eh bien, ils essayent de pénétrer et de devenir compatibles. Alors à ce moment-là, on s'est posé la question, bien, on a une nouvelle mobilité qui va se créer, on va avoir des données qui vont être dans le cloud, comment on va pouvoir les analyser, etc. Et il s'est passé ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire un certain nombre de problèmes qui sont arrivés à nos oreilles. On ne parlera que de Cambridge Analytica et pas des autres, mais finalement c'est beaucoup de piratage, beaucoup de choses. Et finalement, le commun des mortels que nous sommes s'est rendu compte que tous ces services que lui proposaient de façon relativement personnalisée et efficace les GAFA, eh bien, c'était des services qui étaient essentiellement basés sur ces données comportementales qui étaient récupérées au fur et à mesure qu'ils utilisaient
ou qu'il exploitait les différents services que proposaient ces sociétés. Alors on s'est dit, mais alors qu'est-ce que l'on fait de nos données? Et là on arrive à 2019. 2019, c'est des vraies problématiques autour de l'éthique notamment dont on va parler. Alors éthique et résilience, hein. Résilience étant un des mots assez forts. On a beaucoup parlé de valeur aussi l'année dernière sur le CES. Quelle valeur nous apportait la technologie que l'on utilisait pour éviter ce fameux effet qu'on a appelé and so what. Donc globalement, qu'est-ce que je peux faire d'une technologie qui ne me sert à rien? Quelle est la valeur créée? Puis cette fois, de quelle manière la technologie va me permettre de rebondir dans des cas ou face à l'adversité de manière plus générale. Donc on en avait parlé, beaucoup d'IA encore une fois, beaucoup de choses qui vont se passer. Si on fait finalement, on a résumé ainsi cette année, peut-être le CES, c'est devenu finalement le salon de la convergence technologique au service de l'expérience utilisateur. On parle véritablement aujourd'hui d'expérience. Les conférences qui ont eu lieu aujourd'hui, beaucoup de speakers ont véritablement abordé cette notion d'expérience utilisateur fluide, totalement diffuse, dans laquelle la technologie presque ne se voit pas. Alors pour qu'elle ne se voit pas, par contre, il y a besoin véritablement de technologies sous-jacentes. Oui, des technologies sous-jacentes qui vont nous permettre de contrôler les données et surtout de rassurer les utilisateurs. Et alors là, c'est ça qui est très drôle cette année, c'est que finalement, on se dit, j'ai de la personnalisation, mais je souhaiterais que cette personnalisation ne soit pas faite avec des données qui partent dans la nature et qui seront exploitées à d'autres fins. Et là, c'est là, d'ailleurs, si vous nous avez suivis il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, quand on a fait les Innovation Awards, eh bien, on vous a parlé de Snips, c'est-à-dire un système de contrôle vocal, mais avec une intelligence artificielle qui est en local, en fait, une intelligence artificielle embarquée, qui va pouvoir fournir un certain nombre d'informations dans un cadre d'usage et qui pourra permettre à l'utilisateur d'avoir une confiance dans son système. Un système qui ne pirate pas, entre guillemets, puisque finalement on est d'accord, hein, quand on cherche sur Google et que l'on fait quelques mots-clés, on est tout à fait d'accord, mais en gros, qui ne pirate pas nos informations, qui n'exploite pas nos informations, voilà, c'est un peu mieux comme terme. À notre insu, presque. Presque à notre insu, à l'insu de notre plein gré, donc comme tu disait. parles véritablement d'une intelligence artificielle, entre guillemets, ou d'une techno qui serait capable finalement d'offrir les mêmes services tout en se mettant presque en déconnexion. Oui, exactement, c'est-à-dire hors du cloud. Très bien. Ou alors dans un cloud un peu comme le personnalisé. Linto dont on avait parlé il y a quelques, l'année dernière, semaines. L'année dernière. Et l'année dernière déjà, le temps passe si vite. Alors, pour que ce soit totalement transversal, enfin pour que cette expérience utilisateur soit parfaitement fluide et diffuse, bien entendu, on s'appuie sur des technologies sous-jacentes qui sont aujourd'hui très simple, hein. On va beaucoup parler de 5G, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, on va beaucoup parler d'AR, VR, on va beaucoup parler de beaucoup de choses. Donc tout ce qui va être effectivement la capacité processeur, le cloud, etc. Alors il faut commencer par la 5G ? Il va commencer par la 5G puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. On attendait énormément de choses sur la 5G. Finalement, est-ce qu'on n'a pas été un peu déçus ? C'est tout le sujet que tu nous as préparé avec brio. Non, je te laisse la patate chaude, démerde-toi. Non, la 5G, c'est vrai que c'est une sorte de marronnier au CES, parce que déjà l'année dernière, on en parlait. Il y a eu des annonces pendant les derniers mois où on s'est dit, tiens, au CES, probablement que l'on va avoir les premiers téléphones 5G qui vont apparaître. Finalement, on a eu des conférences. Les CEO de Verizon et d'AT&T, qui sont les gros opérateurs américains, ont annoncé déjà, parce que depuis quelques mois, ici à Tel, ils déploient les premiers réseaux 5G qui s'appellent non-standalone, puisqu'ils sont basés sur des équipements 4G, mais on ne va pas voir probablement les premiers téléphones. Ce coup-ci, on aura plutôt ça dans 1 mois et demi au Mobile World Congress. Mobile World Congress. Donc voilà. En fait, maintenant, on étale la diffusion effectivement des produits. Ouais. Alors, ça nous oblige à faire les 2 salons. En même temps, c'est vrai qu'on attendait quand même beaucoup de choses et finalement, il y a eu beaucoup de cas d'usage, de promesses. Moi, en tout cas, j'étais un peu déçu sur tout ce qui a été annoncé en 5G, mais on ne peut pas tout avoir non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les différents acteurs du monde de la tech se préparent à l'arrivée de cette technologie qui va permettre à la fois des grands volumes de données et des petits volumes de données. C'est-à-dire ces petits volumes de données que l'on vous parlait il y a déjà 1 an ou il y a même déjà 2 ans avec les technologies LoRa et Sigfox qui permettent d'avoir des objets connectés complètement autonomes, c'est-à-dire indépendants d'un réseau local en Wi-Fi ou indépendants de votre téléphone. Et bien tout ça va être accepté par la 5G. Donc ce sont des petits volumes de données, ce sont des milliards de devices qui vont être connectés. Et là, on aura des réponses qui vont s'orienter sur l'objet connecté classique, sur tout ce qui est pilotage de la maison, donc la smart home, mais également la santé, mais également l'éducation. Et puis de
l'autre côté, évidemment, par le téléphone. Mais alors, le pire, c'est par la voiture autonome, de très grands volumes de données qui seront aussi échangés par cette technologie. Mais on verra qu'on n'est pas forcément obligé d'être sur un réseau cellulaire pour échanger des données, surtout en mobilité. Et ça, c'est une très très belle démonstration tout à l'heure. Donc là, on vous réserve la petite surprise un petit peu plus tard. C'est vrai que naturellement, quand on parle de 5G, il y a eu effectivement Qualcomm qui a fait beaucoup d'annonces dessus, notamment. C'est-à-dire que Qualcomm, il a présenté son dernier processeur Snapdragon qui devrait équiper un certain nombre de mobiles, c'est-à-dire de téléphones mobiles. Il est complètement configuré pour être compatible avec les nouveaux services 5G. Ça, c'était une annonce. Alors, ils ont annoncé aussi beaucoup d'autres microprocesseurs, notamment pour la mobilité et donc pour la voiture autonome. Mais là, on était sur des processeurs qui étaient entièrement liés au téléphone. Donc, on a vu les processeurs, on n'a pas encore vu les coques qui vont autour, c'est-à-dire les téléphones. Ça va être sympa. Je pense que là, il y aura beaucoup de choses sur ces 2 prochains mois qui vont arriver. Alors c'est vrai qu'aussi, on ne peut pas ne pas parler de tous les échanges qu'il y a aujourd'hui sans parler de réalité virtuelle, augmentée, mixte, étendue, qu'importe, mais de ces nouveaux mondes presque immersifs qui se mettent en place autour de nous. Alors c'est vrai qu'il y a des projets qui ont été extrêmement séduisants, et c'est vrai qu'on devient de plus en plus dans des mondes totalement immersifs jusqu'à avoir 6 degrés presque finalement autour de soi pour pouvoir jouer. Je crois que c'est à peu près ça. L'application c'est un jeu. Oui. Alors c'est-à-dire que là, la réalité virtuelle augmentée, etc., aujourd'hui, elle quitte le monde exclusif du jeu pour rentrer dans des mondes qui sont des mondes parallèles, d'une certaine façon, complémentaires et industrialisés. C'est la santé, c'est l'éducation. L'éducation, vous avez vu la réalité augmentée que l'on vous a montré sur le premier ordinateur avec écran avec réalité augmentée, extrêmement bien pour apprendre ce que c'est que le corps humain. Vidéo précédent, le sport, le retail, etc. Mais ce qui était très intéressant, c'était l'arrivée des 6 degrés. Donc des 6 DOF, degrés on l'a dit, degrés de freedom. Oui, c'est ça. Degrees of freedom. De liberté. Voilà, degré de liberté. Mais liberté, c'est avec un L, donc voilà. Ces 6 axes donnent en fait la possibilité à l'utilisateur, plutôt que de rester dans les 3 axes précédents, où on pouvait monter, descendre et aller à droite et à gauche, de complètement pivoter. C'est-à-dire, vous avez, plutôt que l'impression d'être au centre d'une sphère et la sphère tourne, vous allez pouvoir vous mouvoir à l'intérieur de la sphère. Ça laisse présager des choses qui sont extrêmement fantastiques, notamment des équipements qui vont être compatibles avec les Oculus Rift, par exemple, et c'est une société qui s'appelle Think, et on vous a préparé une petite vidéo qui vous montre de façon extrêmement bien illustrée comment vous allez pouvoir utiliser à la fois le casque et les brassards ainsi que les connecteurs pour pouvoir vous déplacer à l'intérieur de cet environnement qui est en 3 dimensions. Donc là, vous voyez, c'est une réalité augmentée, puisque la charmante demoiselle ajoute à l'environnement qu'elle voit et qu'elle a autour d'elle un certain nombre d'éléments, et elle peut se mouvoir, elle n'est pas simplement bloquée dans ces 3 axes. C'est ce qu'on appelle donc les 6 degrees of freedom, 6 DOF. Fantastique. Donc l'illustration est juste bluffante. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est après tous les cas, on voit bien que c'est un matériel beaucoup plus léger que ce qu'on avait encore avant. Dans les cadres de l'éducationnel, il y a aussi beaucoup de choses. Tiens, on est en train de voir effectivement les images. Et en tout cas, c'est effectivement assez séduisant. Ça me rappelle un peu le projet dont on a présenté effectivement il y a quelques semaines. Mais là, avec de l'immersif encore plus poussé. Il y a quelques semaines, on était sur de la réalité augmentée. Dans l'écran. Voilà. Donc là, on a juste les petites lunettes, alors que là, on est véritablement immergé avec le masque, avec le casque, qui vous permet de rentrer dans cette bulle et de vous mouvoir sur ces 6 axes. Ça, c'est relativement impressionnant. Franchement, il y avait quelque chose à faire pour exciter un petit peu nos vues. Ça va se tester, ça. Oui, très rapidement. Là, on va essayer d'y aller sur ces stands-là. Il y a tellement de choses à faire. On va vous faire des photos, des vidéos, mais je vous promets que ça semble assez dense. On ne peut pas non plus ne pas vous parler de la commande vocale. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y en a partout. Le vocal est devenu totalement ambiant, est devenu totalement diffus. Et c'est vrai qu'il s'inscrit aujourd'hui à la fois chez soi, bien entendu, à la fois au travers de son téléphone, puis aussi à la fois dans la voiture. On voit bien que tout le monde a intégré la voiture. Alors, l'écran, bien entendu, aussi, qui est extrêmement présent. Il y a eu quelques annonces qui étaient très sympas, notamment d'un constructeur asiatique, au niveau des écrans. iSense, qui a intégré l'ensemble de ces éléments intérieurs, donc c'est une notion de convergence. Voilà. Ouais. Et donc, tiens, il y a le visuel juste ici. Alors eux, ils intègrent à la fois, donc comme on le voit, un système Android, donc ils intègrent complètement avec le système Android Google Assistant, mais ils intègrent également Alexa. Donc finalement, c'est
ce que l'on disait, chacun essayait d'avancer ses pions et maintenant ils ont tous compris, c'est de toute façon, on intègre tous les assistants vocaux possibles et puis libre à l'utilisateur qui achète, par exemple ici le téléviseur Hisense. Alors on rappelle qu'ils ont présenté un 100 pouces, c'est-à-dire 2,50 m de diagonale à peu près, aux alentours de 10 000 €, je crois. Enfin bon, ça, le prix n'est pas très important. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, on avait parlé l'année dernière de la fin de la guerre des intelligences artificielles, puisque finalement, le combat que se livrait Amazon, le combat que se livrait Google entre eux, finalement n'a pas véritablement eu lieu avec les industriels, puisque eux ont décidé d'implanter tout le monde de manière totalement native. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est une guerre de l'acquisition client et de l'acquisition produit qui s'est mise en place pour Google et pour Amazon et qui n'a pas été déportée sur les industriels. Donc ça, c'est effectivement un point. Par défaut, on intègre et on crée une forme de convergence. Alors, on a un industriel français, dont on a là, ici, une magnifique illustration. C'est Legrand. Alors, Legrand, fabricant électrique très connu, qui a racheté Netatmo, qui est un des spécialistes de tout ce qui est caméra connectée et tout appareil de domotique, de smart home. Oui, parce que et voilà, on parle de smart home. Les mots-clés sont importants. Voilà. Et bien là, ce que vous venez de voir à l'écran, que toi tu pourrais représenter, c'est tellement joli. Bon, ça c'est un interrupteur connecté. Je le mets. C'est un interrupteur connecté qui va permettre de piloter un certain nombre d'informations. Et comme vous le voyez ici, il a un petit micro, vous le voyez en haut à droite, avec un petit micro qui est dessiné. Il a un petit haut-parleur. Et bien cet interrupteur va pouvoir piloter toute une série de terminaux, que ce soit vos stores, que ce soit des éléments qui sont des pilotages de lumière, des pilotages de prises électriques à l'intérieur de votre habitation. Et comme il a un haut-parleur, eh bien vous allez pouvoir dialoguer. Alors là, lui, il est équipé avec l'intelligence artificielle et l'assistant vocal d'Alexa, c'est-à-dire d'Amazon. Voilà. Et donc bientôt Google, certainement, etc. Mais en Legrand, effectivement, qu'on ne voyait pas sur le CES depuis... Enfin, qu'on avait... Ça fait quoi, 3 ans qu'on les voit maintenant, oui, 2 ans. Oui. Et c'est vrai que finalement, dans les cas d'usage qu'ils présentent, on voit bien cette stratégie aussi d'acquisition de sociétés pour générer de la croissance. À la fois de valeur et puis à la fois, bien entendu, de chiffre. Et puis ils agrandissent un écosystème, ils deviennent à ce moment-là un peu plus indispensables, un peu plus incontournables. On voit bien, de toute façon, on en parlera quand on va vous parler d'un protocole de communication entre véhicules, la nécessité d'avoir une vision de co-création, de co-pétition entre acteurs qui sont concurrents. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Alors ça me permet de faire la transition très habile, puisqu'on ne peut pas ne pas vous parler de la mobilité qui a été un peu centrale. Aujourd'hui, beaucoup d'annonces encore sur la Byton, beaucoup d'annonces dans la mobilité, beaucoup de choses absolument sensationnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de conduite autonome ou conduite assistée. On parle aussi de plus en plus de divertissement à proprement parler. Et là-dessus, il y a plein de sujets également qui ont été abordés aujourd'hui, et puis de solutions presque B2B aujourd'hui entre des sociétés comme Qualcomm ou autres, et puis ou même NXP, même si on n'a pas trop entendu parler d'NXP aujourd'hui. Non, mais on verra. Des solutions quasi similaires et qui permettent d'entrevoir effectivement la mobilité. Alors, sur la mobilité. Et puis dans le business to business, des appareils qui vont faire de l'autonomie dans le déplacement, mais par exemple dans un environnement fermé. Alors un environnement fermé, ça peut être tout un floor de bureau où on va avoir un certain nombre d'objets mobiles qui vont se déplacer pour alors distribuer le courrier, pour aller porter un certain nombre d'informations. La vision un peu cobo, assistant, enfin robot collaborateur. On peut dire ça comme ça. Oui. Voilà. Alors, la Byton, fantastique. La Byton, deuxième année. Deuxième année. Alors, l'année dernière, on ne l'avait pas vu rouler. Cette année, a priori, elle roulera sur les routes du monde entier en 2019 et la M en 2020. C'est une promesse. C'est une promesse. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et qui y croient. En tout cas, elle a un prix agressif. Alors, on rappellera que Byton est un consortium d'origine chinoise, même s'il y a beaucoup de Français et d'entreprises françaises qui y participent, puisque le designer est un Français, et puis tout l'équipementier, c'est l'équipementier Forestia qui a complètement développé l'intérieur et repensé l'intérieur de la Byton. Alors, ce que vous pouvez voir sur l'illustration que vous voyez là, c'est un écran qui est juste magnifique. Il fait à peu près 1,20 m de large, c'est-à-dire 48 pouces. C'est l'équivalent à peu près de 7 iPads mis les uns à côté des autres. Et alors, on va essayer de vous passer un petit film. Et puis, ce petit film va vous montrer que à l'intérieur de la Byton, si vous pouvez le voir sur l'écran, actuellement, au centre du volant, vous avez une sorte d'énorme trackpad. Et c'est en fait à cet endroit que le conducteur, parce que le passager en a eu un autre, on le verra peut-être dans la vidéo, entre le siège passager et le siège conducteur, mais le conducteur, c'est au centre de l'écran qu'il va pouvoir
piloter l'intégralité du contenu qui se passe dans l'écran qui est devant lui. La question qui a été posée évidemment aux dirigeants de Byton qui présentaient en conférence de presse la version 2019 de leur véhicule, du prototype de leur véhicule, c'était est-ce que l'écran ne va pas trop gêner dans la conduite au quotidien? Oui. La réponse c'est l'écran est finalement relativement loin du conducteur. Donc dans le champ de vision, il ne prend pas une place importante. Et puis comme le conducteur peut complètement, depuis le centre du volant, déplacer les éléments, c'est-à-dire que finalement, leur prétention à ces personnes de Byton, c'est de dire le conducteur est moins distrait par ce grand écran qui n'est pas complètement dans son champ de vision que par les écrans tactiles que l'on voit aujourd'hui sur les voitures, mais qui sont sur la console centrale et qui vous permettent de piloter aujourd'hui au quotidien votre autoradio ou votre téléphone Bluetooth qui est connecté à la console centrale de la voiture. Donc là, on peut voir le boîtier finalement qu'on a les trackpads de Apple tout plat et qu'on a sur le volant directement. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une petite gestuelle à maîtriser, mais une fois que vous l'avez, le touch tout simplement se gère assez facilement et puis vous pouvez contrôler l'ensemble de l'environnement de votre voiture. Là, on peut voir que le passager a donc accès à une sorte de touchpad également au centre de la console qui est entre le passager et le conducteur. On voit que c'est extrêmement fluide évidemment la démonstration. Heureusement qu'elle est fluide. C'est toujours... Alors le touchpad central, là on vous le présente. Bref, on est dans un environnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on repense complètement ce qui va pouvoir se passer sur la voiture. À l'intérieur de la voiture, on repense complètement l'entertainment. C'est-à-dire qu'on devient, ce n'est plus simplement un véhicule pour se déplacer, c'est un véhicule aussi pour communiquer, s'informer et avoir un certain nombre de données qui peuvent être des données peut-être de loisirs. Alors ça, après, on verra les différentes législations qu'il pourrait y avoir, mais on peut imaginer que des données de loisirs peuvent être complètement verrouillées sur la partie droite de l'écran et disponibles uniquement pour le passager. Mais en tout cas, vous avez vu, voir son GPS sur toute la largeur. C'est la classe. Il n'y a pas à dire. Normalement, vous ne ratez plus l'embranchement. C'est-à-dire que là, on peut se faire arrêter parce que l'écran est trop grand au bout d'un moment. C'est arrivé d'ailleurs à quelqu'un qui a vu une Tesla récemment. Il y avait un autre projet. Il y avait un autre projet, absolument sensationnel autour de l'émotion, notamment pour redéfinir les émotions et la manière dont l'environnement de votre voiture peut se gérer avec vos émotions. La vidéo se lance, comme vous pouvez le voir ici. Alors c'est Kia qui fait ça. Alors c'est un système qui est développé avec MIT qui s'appelle READ. Je te laisse avec ton excellent anglais dire ce que veut dire READ, R-E-A-D. Real Time Adaptation pour les émotions. Concept, voilà. Exactement. Donc on voit bien là sur cette vidéo que l'environnement de votre voiture s'adapte en fait aux émotions que vous êtes en train de générer par votre corps. Donc c'est comme si l'environnement vous comprenez vous-même vos réactions humaines and wait for all of life's wonders to unfold before your eyes. L'expression faciale, bien entendu, c'est toutes les émotions que vous pouvez générer et l'environnement en fait va tout simplement s'adapter à vos émotions. It really can feel me. Emotive driving by Kia. How far will it take us? Durant tout un voyage, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans le transport. On est dans un environnement qui est un second chez soi et que ce chez soi, j'ai réussi à le dire. C'est l'extension du domicile privé. C'est l'extension du domicile privé qui en plus a la capacité, parce que vous êtes finalement assis, donc vous êtes relativement prisonnier de vos sièges, eh bien il y a un certain nombre de capteurs qui vont identifier par rapport à la température de votre corps, par rapport peut-être au rythme de votre cœur, détecter l'ensemble de vos émotions. On avait déjà vu ça sur des casques de jeu, avec la capacité pour un jeu vidéo de pouvoir renvoyer aux joueurs des scènes ou des actions différentes à mener en fonction de ses émotions. Bien sûr. Donc ça, ce qui est intéressant, sur la voiture, il y a eu beaucoup de choses. On ne va pas forcément parler que de la mobilité, mais c'est vrai qu'il y a Honda aussi qui a présenté une plateforme de développement autour de sa voiture comme étant presque un open source du test and learn de la voiture connectée, de tout ce que l'on pourrait faire avec. Il y a eu Ford qui a présenté également des choses avec Alexa. Enfin, il y a énormément d'annonces qui ont été faites sur la mobilité. Il y en a une dont on voulait vous parler précisément également aussi, c'était notamment ce protocole qu'on appelle le CV2X. Alors, on avait parlé beaucoup des communications vehicle to vehicle il y a 2 ans. V2V. Ensuite, on a parlé du V2X, c'est-à-dire la capacité du véhicule à se connecter à un environnement plus large qu'un simple véhicule, qui pourrait être le béton, qui pourrait être les feux tricolores, qui pourrait être les panneaux de signalisation. Divers, même les piétons. Puis là, avec ce protocole, alors,
c'est un consortium finalement de plusieurs constructeurs entre eux, puisqu'il va y avoir PSA, le groupe BMW, Ford. il va y avoir Ford, il va y avoir Daimler, je crois. Et puis alors il y a Qualcomm qui est évidemment Qualcomm qui est un peu central au cœur puisque c'est le sous-jacent qui va permettre de piloter. Bah voilà, on avait toutes les marques. On a PSA, on a le groupe BMW, on a Ford, Qualcomm et Savary. Voilà, et donc on n'avait pas Daimler. Voilà. Et donc ce qui est intéressant avec ce nouveau protocole, c'est que finalement, on parle beaucoup de 5G comme étant aujourd'hui la clé de voûte de ce que pourrait être à terme l'automobile de demain. Ce protocole permet en réalité de créer presque un réseau cellulaire entre véhicules qui va permettre tout simplement de s'affranchir de la connectivité. Donc à la connectivité, je dirais satellitaire, c'est-à-dire celle qui émane du réseau 5G ou 4G comme on pourrait l'entendre. Donc là, effectivement, les véhicules sont capables de créer leur propre réseau entre eux et d'échanger entre eux. Donc ce qui est intéressant avec ce système, bien entendu, c'est que ça fait des cas d'usage extrêmement variés. Il y en a 6 qui ont été exposés, et présentés, et c'est assez séduisant. Ça devait être prêt pour 2020, et a priori, ils disent que ce sera peut-être même prêt avant. Donc, à la fin 2019. Fin 2019, ce qui était un POC est devenu un vrai MVP. Là, ça fait tellement force de valeur et c'est tellement prêt que tout simplement, ça risque de se lancer avant. Donc ça, c'est très intéressant. Une capacité à dialoguer avec son entourage, eh bien c'est exactement ça. La voiture va le faire et elle va dialoguer avec l'ensemble de l'écosystème qui est autour d'elle. Mais attention, si elle dialogue, est-ce qu'on ne va pas avoir des petits problèmes, c'est-à-dire finalement des pirates qui s'immiscent, etc., etc. Quelle transition de folie. Et aujourd'hui, cette année surtout, c'est le domaine de la bienveillance technologique qui est à l'honneur, puisque c'est un des thèmes principaux du CES. D'abord parce que les promoteurs de ce salon se sont basés sur un certain nombre d'événements qui se sont passés cette année, que ce soit des événements climatiques. Vous les avez vus tous en tant que Français à la télé sur les incendies qui se sont propagés dans l'ouest des États-Unis, mais ce sont aussi des événements technologiques de cybersécurité. Ils ont voulu avoir un acte fort en disant ces différentes compagnies qui viennent proposer des solutions, on va dire, digitales, électroniques, puisque c'est le mot de base, mot électronique chaud, viennent proposer des solutions numériques à l'ensemble de nos besoins. Ils doivent être en capacité de pouvoir sécuriser, de pouvoir répondre et de pouvoir anticiper toute malversation ou tout problème qui soit naturel ou qui soit de la malveillance humaine. Et à partir de là, on va pouvoir se dire, eh bien, qui est capable de faire cela? Eh bien, ça veut dire chaque entreprise est capable, elle, d'amener sa pierre à l'édifice, et c'est l'ensemble de ces entreprises qui vont être mises à l'honneur sur ce CES. Alors, ce qui est intéressant, c'est le pied de nez communicant, en tout cas, qu'a fait Apple, en disant effectivement ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Alors ça c'est l'adage. C'est l'adage. Là, ce qu'a fait Apple, c'est... Ce qui se passe dans mon iPhone reste dans mon iPhone. Voilà. Donc là, et puis avec le gros lien que vous avez juste ici, effectivement, Apple.com/privacy. Et donc, on voit bien qu'effectivement, on voit de quoi il parle. Et donc, naturellement, c'est vrai que la protection des données, l'intégrité, l'éthique vont être, à mon avis, une colonne vertébrale de 2019. On va beaucoup en parler, naturellement, sur ce CES, avec les derniers scandales qui ont eu lieu. Et donc, naturellement, il n'échappe pas que tout ce qui va être écologie, empreinte carbone, on n'a pas trop entendu parler aujourd'hui. Mais globalement, il y a un vrai sujet aussi là-dessus, bien entendu. Donc, tout ce qui est éthique, tout ce qui va naturellement être consommation énergétique sont les maîtres mots, très certainement, de 2019. Mais on reparlera de Snips, etc. Alors, que vous ne vous mépreniez pas, Apple, évidemment, n'est pas au CES, n'est jamais au CES. Ils ont simplement hacké le CES, puisqu'ils se sont payés la façade d'un énorme immeuble juste à côté du Convention Center pour afficher ce que vous avez vu il y a quelques secondes. Voilà, et que ça a déjà fait le tour, a priori, du monde entier. Donc, globalement, ça a bien marché. Alors, ça, c'était à peu près les annonces. On aurait pu vous parler des derniers aussi, les derniers algos de Qualcomm pour la voiture autonome. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été lancées, parce qu'ils ont lancé la 3e génération, dont on parlera dans un prochain épisode sur la mobilité. Il y a beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, il y a aussi le Unveil. Le Unveil, c'est un peu ce qui s'est passé à Paris, mais cette fois à Las Vegas, avec les startups les plus en vogue et les plus sympathiques, avec les projets les plus fous. Alors, certains sont un peu plus vieux qu'ils ne le prétendent, parce qu'on les avait déjà vus il y a 2 ans. Mais globalement, en tout cas, il y a eu des petits produits, des petites pépites sympas, parce que c'est bien de voir les tendances. C'est aussi le charme du CES que d'aller voir tous ces produits de la tech qui font aussi notre bonheur au quotidien. Alors,
On en passe un premier ? On en passe un premier. Alors naturellement, celui-ci, en tout cas, alors si vous êtes un fan, naturellement ça va être génial. C'est un four qui fait de bout en bout la préparation de votre pain, c'est-à-dire à la fois de la levée de la pâte jusqu'à la cuisson et jusqu'au stockage pour que vous puissiez ensuite le récupérer. C'est super sympa, ça s'appelle Breadbot. Et donc, un robot boulanger. Un robot boulanger, à l'image de ce que l'on a aussi sur les robots à pizza quand on peut les avoir en distributeur, sauf que là c'est pour le pain. Et en tout cas, tel que c'est fait, c'est super intéressant. Je pense que on a fait un grand pas en avant dans la qualité nutritionnelle proposée à ces Américains. Oui. Je suis pas certain qu'on soit capable, à Paris, les pourfendeurs de la baguette bien fraîche, de la baguette bien blanche. Faut pas déconner. Voilà, hein. Je suis pas certain qu'on puisse penser à ça. Mais enfin bon, en tout cas, c'est un robot boulanger. C'est un robot boulanger très sympa. Il y aura certainement moins de sucre que dans les recettes que l'on peut manger en ce moment. Ah oui. Alors, il y a aussi, vous avez tous des chemises. Vous avez tous des chemises. D'ailleurs, moi j'en ai relativement peu maintenant, parce que je n'aime pas les repasser. Et donc, on avait vu à l'IFA, on en avait vu aussi l'année dernière au CES, des robots repasseurs. Oui, alors là, il y en a un, il repasse, il plie et vous récupérez vos vêtements dans un petit tiroir. Alors, on n'a pas mis la photo en entier, mais c'est un meuble qui fait à peu près 1,30 m de haut. Donc, à hauteur d'homme, vous mettez la chemise, parce que, évidemment, ce sont les hommes, ils portent des chemises et puis ils en ont marre de les repasser. Donc, ils se sont achetés directement le robot. Ils chargent la chemise sur la petite tablette que vous voyez. Donc, la chemise au niveau des épaules est pincée de chaque côté. Eh bien, elle va rentrer à l'intérieur et elle ressort pliée en bas, toute repassée. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique, mais au prix du foncier à Paris, le mètre carré de la machine doit coûter une blinde. Mais c'est vrai c'est très séduisant. On en avait une en bêta aussi à l'IFA. En même temps, la valeur reste véritablement à... Non mais attention, on va s'adresser probablement à des professionnels. Oui, très certainement. Et je pense que la personne qui repassera demain tes chemises, eh bien, elle sera équipée de cette machine et elle les fera évidemment moins cher que celle qui te les propose aujourd'hui. C'est pour ça que tu lui as claqué la porte au nez, tu lui as dit ça suffit. Ça suffit. Bon, alors, il y a aussi celui qui se définit. Ça fait 2 ans. Oui. On l'avait vu on cherchait, on l'attendait, on l'avait pas revu dans le commerce. C'est sorti, c'est l'extension de votre bras. C'est comme ça qu'il se définit en tout cas. Ouais. Et enfin qu'il s'est défini et on vous montre la vidéo, vous l'avez vu de toute façon tout à l'heure. Mais effectivement, c'est le drone à selfie. Voilà, alors, le petit Air Selfie. Alors là, on le voit pas véritablement bien en termes de dimension, mais imaginez que sa largeur, c'est la largeur de votre smartphone. Donc finalement, il est livré avec un petit boîtier. Vous le glissez dans son petit boîtier. Il s'appuie sur le smartphone pour pouvoir se recharger. Vous le sortez, vous pouvez donc le dégainer en permanence. Bon, ça veut dire quand même que vous avez un smartphone relativement épais si vous avez le drone qui est fixé à votre smartphone. Mais en tout cas, il est à peu près grand comme 3 boîtes d'allumettes et puis il est capable d'être lancé immédiatement. Mais alors, l'autonomie est très faible. Forcément. Le prix, on l'a vu, ça aussi, entre 250 et 300 $. Il est dans le commerce. Et ça fait cher quand même pour un selfie. Nous on s'était fendu déjà d'acheter le passeport qu'on avait vu il y a 2 ans. Ah oui, celui qui s'ouvrait comme ça. Magnifique, c'est vrai, mais ça reste souvent des achats que vous regrettez à peine même quand vous êtes sorti de la boutique. On l'a utilisé un petit peu quand même, c'est fun, mais l'autonomie, il y a plein de contraintes, et puis en même temps les contraintes souvent réglementaires qui font que les drones, dans certains pays ou certaines places, tout simplement, on ne peut pas les utiliser. Donc en fait, il y a plein de sujets autour des drones, c'est très sympa, mais c'est vrai que l'usage encore reste de valeur, en tout cas reste à démontrer sur plein de sujets. Mais c'est super cool, en tout cas il est vachement mignon. Enfin, je connais pas moi la législation française sur le bout des doigts, mais à une époque c'était autour de 600 grammes la bascule, en dessous de 600 grammes, c'est-à-dire qu'on avait le droit de l'utiliser à peu près partout, sauf que ça dérangeait vos voisins, et puis si vous faisiez ça un jour de grand vent. Et puis il y a aussi, vous allez sur Nouvelle-Zélande, Australie ou certains parcs nationaux, par défaut les drones, tels qu'ils soient et quel que soit leur poids, sont totalement interdits. Donc voilà, les amendes sont suffisamment conséquentes pour que vous puissiez ne pas vous les prendre. Alors, ça, tu as fait l'expérience parce que finalement, parce que je l'ai acheté RIFA. On était à Berlin ensemble et je t'ai vu craquer et puis j'ai pas pris de nouvelles. Mais là, en voyant l'appareil lors de l'exposition Unveil, tu m'as dit ah oui là il faut absolument que j'en parle. Là, effectivement, alors c'est le Mudo. Alors le Mudo, c'est un diffuseur de parfum qui vous permet de composer votre propre diffusion olfactive. Alors ça se contrôle bien entendu à la voix avec du Alexa. Vous pouvez plugger dessus du IFTTT de manière à scénariser de manière automatisée vos scénarios. Vous arrivez par exemple à 2 km de chez vous, donc par défaut le diffuseur se met en route, etc. Bon.
Globalement, j'ai craqué sur la première version qui était la version qui est sortie là en septembre et qui est celle qui est la noire. J'ai hâte d'aller voir véritablement et discuter avec eux demain parce qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, on n'a pas pu aller discuter. Mais donc c'est vrai que sur la blanche, naturellement, j'attends une évolution significative parce que croyez-moi, sur la version 1, c'était super complexe. Il y avait un ventilateur qui marchait pas, fallait faire 36 boutons en même temps pour essayer de les décoincer. Enfin, voilà, globalement, il y avait des choses qui me semblaient encore à aboutir. Donc là, j'espère que sur la deuxième version, en tout cas, celles qui vont sortir là, ce sera nettement mieux. Mais c'est vrai que c'est super sympa, par contre, le produit, j'adore. Le concept est intéressant. Combien y a-t-il de types de capsules? Il y a aujourd'hui, de mémoire, entre 8 et 12 capsules qui étaient sorties et qui vous permettent de composer le nombre de combinaisons. Vous pouvez en mettre 4 donc on peut mettre 3 fois la même et une quatrième. Ouais. On peut mettre 4 différentes. 4 différentes, et en fonction un peu avec l'application mobile, on vient contrôler ce que l'on veut comme fragrance qui se développe. Alors, ça marche très bien, par contre. Une fois que c'est en route, globalement, ça tourne. J'ai eu plus ou moins des problèmes de synchronisation avec du Alexa, où ça n'a pas trop bien fonctionné. Le FTTT, j'ai toujours pas vraiment réussi, mais bon, globalement, je trouvais le produit super sympa. Il l'est. La qualité des fragrances est superbe. Bon, pour autant, il y avait quand même une notion d'expérience utilisateur qui n'était pas assez, pour moi, aboutie. Alors avec transition, après l'olfactif, le gustatif, et on va passer à ceux qui sont véritablement des amateurs de bière. Alors je ne sais pas si les amateurs de bière y trouveront leur compte, parce que finalement, c'est de la bière en capsule. C'est de la bière en capsule, c'est LG qui a développé sa dernière machine. Alors, c'est un marché de niche, il y a déjà 5 ou 6 machines qui existent sur le même sujet. Mais LG en a développé une qui semble aujourd'hui, elle a été présentée en conférence, donc on n'a pas pu la tester. On s'empressera d'y aller cette semaine quand on aura un moment pour justement la tester. Se pose la question du temps, de brassage, etc. sont les éléments que j'aimerais bien explorer avec eux. En tout cas en termes d'usage, la Nespresso de la bière, parce que c'est comme ça qu'on pourrait la définir. Voilà, il y a quelque chose et a priori, en tout cas, les bières sont de qualité. On attend de voir, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est donc à consommer avec modération, mais globalement, on ira quand même voir tout ça dès qu'on aura un moment. Voilà. Alors, quand on a préparé cette émission, pour vous, je l'ai entendu derrière son ordinateur me dire « je l'achète, il me la faut, je l'achète. » Tu vas me faire passer pour le geek de service, quoi. Non, mais je me suis dit, alors de quoi il parle ? Est-ce que c'est quelque chose de non avouable ? Il m'a pas dit le titre, il m'a pas dit dans quel secteur d'activité ça se trouvait, quel type de service cet objet. Et puis alors j'ai fait le tour du bureau et puis je suis allé voir. Et alors là, voilà ce que j'ai vu. C'est intéressant. Alors pour tous ceux qui sont des dingues du site web qui se déplacent tout seuls, de la valise qui vous suit, dont les bugs ont inondé les vidéos amusantes cette année, parce qu'il y en avait eu des valises autonomes sur le précédent CES, celle-ci semble enfin fonctionner véritablement, parce qu'elle s'appuie sur une intelligence artificielle qui n'a été développée que pour ça. Enfin, c'est grosso modo une intelligence artificielle qui a été créée en 2006 par une société chinoise et américaine, sino-américaine, qui s'appelle Forward X, et qui est implantée dans cette valise. On pourrait très bien implanter cette intelligence artificielle dans un caddie de golf. Dans un caddie de golf ou tout autre élément. Alors, on vous montre juste ici la vidéo, et c'est vrai que cette valise, déjà, au-delà du fait qu'elle soit valise cabine très pratique, les roulettes semblent de qualité. Alors attention, on la connecte avec les empreintes digitales. Il y a l'empreinte digitale. Elle suit le bracelet que l'on a au poignet. Exactement, et quand on reprend la main sur la poignée, automatiquement le mode autonome s'arrête et donc on reprend la main vraiment sur la valise. Mais c'est vrai que cette intelligence artificielle, donc, comme vous le voyez là, a tout simplement la capacité de voir ce qui l'entoure, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, que ce soit des obstacles directs, et donc naturellement de pouvoir les éviter, de les contourner, et tout simplement, ça semble assez dingue. Il y a eu beaucoup l'année dernière de bad buzz autour des valises comme celle-ci. Celle-là, on va aller la tester puisque c'est assez intéressant de voir quand même si elle fonctionne. Je ne sais pas si on avait une petite vidéo qui se mettait à la place finalement de la valise elle-même. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'elle voit. Donc on peut imaginer effectivement que la partie algorithmique, on peut la mettre sur n'importe quel tout simplement objet qui aurait vocation à pouvoir intégrer celle-ci. Voilà, et donc c'est tout simplement ça que vous pourriez voir. On a à peu près tout dit. Disons on a vu beaucoup de choses. Oui, alors, on ne va pas résumer ce qu'on a dit, puisque ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Mais en tout cas, on n'a pas tout dit, parce qu'il y avait à peu près une conférence toutes les 2 heures depuis 2 jours.
Hein. Et donc Samsung évidemment et un truc annonçait toutes les minutes. des grands Donc, écrans, voilà. LG, son écran reliable, fantastique. On vous en parlera dans un autre épisode. Donc au programme des prochains jours. Donc demain, on va essentiellement parler de tout ce qui est finalement le futur aujourd'hui. Alors dans le futur aujourd'hui, on aura les robots, on aura de nouveau l'intelligence artificielle, on aura probablement de nouveau les drones, on aura les jeux vidéo, etc. Ça sera ce que l'on imaginait il y a encore quelques temps être le futur, finalement, c'est aujourd'hui à conjuguer au présent. Puis après, on parlera, donc après-demain, on parlera plutôt wearable, c'est-à-dire tout ce qui est objet connecté, intelligence des objets, hein, parce que ça c'est interopérabilité, on sait, mais maintenant c'est intelligence des objets. Alors forcément, il y aura un petit coup de 5G derrière tout ça, peut-être un petit coup de blockchain. Je pense que 5G, blockchain, IA sont transverses à tous les épisodes, on va en parler tout le temps. Ça parlera santé, parce que là, pour le coup, la santé, alors pour ceux qui sont équipés d'une Apple Watch, vous voyez bien que, même s'ils ne sont pas là, on l'a vu, hein, des sociétés aussi importantes se sont très orientées sur la santé. Ils ont compris que là, il y avait quelque chose à faire. Moi, j'ai des expériences personnelles autour de moi de personnes qui ont essayé des Apple Watch de 3e ou de 4e génération. Ils sont addicts. Et ils sont devenus addicts quasiment instantanément, tout simplement parce que... comme moi, ouais, bracelet. Vous êtes capable de compter vos pas, mais vous savez aussi qu'en même temps que vous étiez en train de marcher, votre cœur il était monté à 120 pulsations par minute. Bref. Et quand bien même, on s'en fout, quand on l'a, on peut plus s'en passer. Ouais, c'est à peu près ça. C'est quand même dingue. Donc ça sera tous les wearables et leur déclinaison et surtout l'incidence qu'ils vont avoir demain, hein, peut-être sur tout ce qui est en santé, tout ce qui est comment on dit la prévoyance en santé, hein. Smart Health. Oui. La santé prédictive. Oui, la santé prédictive, c'est-à-dire les traitements prédictifs. Bon, allez, bref, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. C'est ça le live aussi, c'est d'oublier le mot et de pas dire que finalement... on n'a pas fait encore un seul fou rire, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et puis on finira par les Smart Cities et la mobilité, parce que c'est quand même le Car Electronic Show. Depuis 3 ans, c'est devenu le Car Electronic Show, le CES. C'est-à-dire d'ailleurs, que toutes les grandes gros marques marronniers entre maintenant et finalement la mobilité, entre le CES et le Mobile World Congress, on a l'impression que ça se suit beaucoup. Ouais. Donc d'ici là, est-ce qu'on retrouve beaucoup de retail au CES pour que ça foute en l'air le NRF? Il s'en passe pas grand-chose. Donc on voit bien effectivement qu'il y a... Et puis on fera quand même un truc sur les bêtisiers. Enfin, tous les trucs un peu fun. On a sélectionné quelques entreprises. Oui. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le diffuser, si on le mettra en fin du dernier jour, histoire que vous restiez jusqu'à la fin, vous savez, un peu comme sur les... Et alors, à la fin, on vous a sélectionné, on n'est pas copains avec eux probablement, mais les entreprises, peut-être qu'ils ne devaient pas être là, c'est pas ça, mais dont l'objectif ou le concept peut porter à rire. Voilà. Et il y a beaucoup de choses. On n'en dit pas plus. Voilà, bah écoutez, Lionel, si on a tout dit, c'est super. On se retrouve demain. Puisque demain matin nous sommes en conf sur l'Eureka Park, sur le stand de l'Eurotech Week, et donc on abordera demain matin un peu ce qu'il ne faut pas rater, ce qu'on trouve, les grosses tendances majeures. C'était un petit peu le but de cette vidéo. Donc demain matin on fait un focus là-dessus sur l'Eureka, et on se retrouve nous demain soir pour un nouveau live qui récapitulera cette première journée officielle du CES, puisque le CES ouvre tout simplement demain matin pour nous, soit demain soir pour vous. Voilà. Exactement. Demain matin pour nous, demain soir pour vous. Bref. C'est ça. Bon, bref. Suivez-nous, demain, nous abonnez. Pour vous, c'est à 9h. Et on vous envoie tous les liens. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et très bonne journée. Très bonne journée. Nous, on est quelle heure? Ah bah oui, parce qu'il est minuit 1h. Bon, écoutez, à très vite et bonne journée à tous. Bye bye.